chanteurs. Salut, bienvenue. Encore une fois, je crois qu'on peut les applaudir et les transmettre. Et vous remercier pour ce bon moment, franchement, que vous nous avez partagé. C'est ça. Ça donne furieusement envie de, oui, enfin, voilà, quoi, de prendre le train avec vous pour le prochain voyage et puis de partir dans cet endroit incroyable, cette Laponie suédoise qui a l'air encore totalement vierge. En tout cas, oui. Bravo. On a vu que les premières chutes de neige qui sont tombées sur les Alpes aussi ce matin. Ça donne furieusement envie de reprendre les skis, je vous le dis tout de suite. Alors, le concept de cette mobilité douce, quelle idée formidable. Et c'est vrai que c'est ce concept qui, je trouve, enveloppe complètement tout votre film. Et finalement, plus que les paysages, plus que nos descentes à ski, etc., je trouve que c'est ce sentiment de groupe très très fort qu'on ressent vraiment dans ce film. Ce groupe, il est né quand et comment vous êtes constitué de tout ce groupe? Racontez. En fait, dans l'équipe, on est avant tout des copains de fac, donc ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et voilà, donc on en parle souvent en vacances ensemble. Et en fait, Bruno, qui s'est intégré à l'équipe après coup, il a vraiment su transcrire, je pense, l'entente qu'il y avait dans le groupe. Et quelque part là-dessus, le film triche pas, quoi. Et voilà, donc ça fait qu'on se connaît bien avant de partir. Et je pense que c'est nécessaire aussi sur un voyage comme ça, de bien connaître les gens avec qui on part. Alors, il y a quand même un élément important dont il faut parler, c'est cette association que vous avez créée, qui s'appelle Ride and Ride, c'est ça? Oui. Quel est le but de cette association et quelle est sa philosophie surtout? Alors, déjà bonjour à tous. Donc, l'association Ride and Ride qui a été créée à la suite de ces voyages, c'est une association qui veut faire la promotion de la mobilité douce dans l'accès à destination des lieux de pratique, des activités de montagne et de manière générale. Donc c'est vraiment essayer de communiquer, d'échanger avec, en particulier sur Internet, avec les gens qui nous suivent, sur ce concept d'utiliser les transports en commun et surtout de réfléchir à notre mode de déplacement pour l'accès à destination de nos terrains de jeu favoris. Concrètement, vous faites des formations? Comment ça se passe? C'est pas des formations, mais pour le moment, donc, sur le site, il y a des topos, des informations qui sont mises à disposition, comment planifier son voyage, par exemple là, pour la Laponie. Cet hiver, on est allé à l'Etna aussi de la même manière en train, donc train plus bateau. Enfin, le train rentre dans le bateau pendant la traversée sur la Sicile. Et donc, c'est vraiment essayer de collecter, d'une part, les informations d'autres voyageurs, et de les mettre à disposition le plus largement possible. D'accord, donc juste compléter, en fait voilà, donc vous trouverez sur internet notre site qui s'appelle rideandride.org, vous le trouvez en tapant sur Google, et c'est vraiment un forum participatif où d'autres personnes qui auraient l'idée de faire des voyages comme nous pourraient donner 2-3 astuces pour partir facilement grâce à la mobilité douce. Et notre association veut aussi, comme l'a dit Xavier, quand on est parti en Sicile, faire du ski sur l'Etna, une très belle aventure, d'organiser 2-3 voyages comme ça par an, un peu, soit vraiment d'initiation sur le mode un peu Ride and Ride pour des personnes qui n'auraient jamais essayé la mobilité douce, qui se disent le train c'est beaucoup de contraintes, ou alors simplement pour nous, pour se faire plaisir, mais ça reste ouvert aux membres de l'association de toute façon à laquelle vous êtes libres d'adhérer. Ouais. Et pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Yann, par exemple cet hiver on a organisé vers Aberlin, puisque c'est là qu'on réside tous, plus ou moins, des sorties, donc avec départ en transport en commun depuis Albertville jusqu'à Notre-Dame de Briançon, pour ensuite aller dans la station de ski, la station de ski nordique de Grand-Nave, où on est monté au refuge avec les Poukas, et puis ensuite on avait monté le tipi, etc. Donc voilà, toujours dans l'idée d'expliquer au plus grand nombre et de montrer au plus grand nombre comment ce genre de voyage peut s'organiser. Et finalement, c'est pas si compliqué, ça demande un peu de logistique et un peu de préparation, mais voilà, c'est ouvert au plus grand nombre. Et en plus, j'ai l'impression que ces déplacements en train, là aussi, on est dans une sorte un peu comme le tipi, on est toujours dans une sorte de cocon qui renforce encore le groupe et qui permet encore d'apprécier encore l'avant-aventure, on va dire. Ça, c'est vrai que là-dessus, par exemple, le voyage pour aller en Laponie prend 46 heures. Et finalement, moi ces 46 heures, personnellement, je ne les ai pas vues passer, quoi. Vraiment, on était dans notre compartiment,
entre nous, et bon, on partait en vacances, donc bon, certes il y avait quand même de l'envie, etc., de la joie, mais il y avait cette bulle un peu très positive qui s'est prolongée ensuite dans le Tipeee derrière, donc c'était vraiment une super expérience. Alors est-ce qu'on peut avoir un peu des nouvelles de toute la bande justement? Alors celui qui a le plus de choses à raconter, c'est Xavier. Mais sinon, tout le monde va bien. Je sais que alors Bruno, le caméraman, part en vacances bientôt, mais en Oman, en fait, avec sa petite famille. Donc là, bon, en avion, on va dire, mais c'est aussi un message qu'on essaie de passer. On ne dit pas ne prenez pas l'avion, on prend tous l'avion. C'est juste penser qu'il y a peut-être d'autres moyens de se rendre à destination. J'ai vu que depuis le tournage de ce film, il est allé déjà en Bolivie et puis aussi en Chine. Je crois voilà, il voyage beaucoup, ouais, effectivement. Et sinon, on a d'autres idées qui germent. Comme l'a dit Xavier, on habite tous dans les pays de Savoie et notamment une grosse partie sur Albertville. Nous, avec Fanny, on va déménager sur Albertville à la fin du mois. Et du coup, on habitera bientôt tous à Albertville, sauf Bruno. Et c'est vrai que finalement, ce voyage, même si on se connaissait déjà bien, nous a encore plus soudés. Et nous donne encore plus envie de passer du temps ensemble, voilà, d'aller en montagne ensemble, de faire des expés ensemble. Et on prépare une nouvelle expé là, donc au printemps prochain, dans l'idée de retourner dans ce fjord qu'on voit à la fin du film. Donc ça c'est Elmo Boat, c'est une des branches du fjord de Tisfjord. Et l'idée c'est de troquer cette fois-ci les poulkas contre des kayaks et de partir à l'exploration de ce fjord en kayak, mais toujours en gardant les skis. Des fois qu'une belle pente arrive au fond du fjord. D'accord. Et toujours avec Fanny, bien sûr. Oui. Toujours avec Fanny, qui malheureusement c'est le chef d'expé. J'allais dire, c'est un peu la menace de bande. Ah, ça fait quel moral inoxydable. Ouais, puis les capacités organisationnelles qui en font pas lire d'envie plus d'un. Alors, ça sentait la private joke, mais pourquoi tu disais qu'il avait plus de choses à raconter? Ah non, c'est parce que moi là, je pars en congé, en congé sabbatique en Nouvelle-Zélande pour 5 mois. En itinérance, voilà. Donc là c'est pareil, j'utilise l'avion. Donc bon voilà, je dirais que, comme disait Fanny dans le film, c'est la démarche derrière tout ça, c'est plus une réflexion quant au mode de transport qu'on utilise pour accéder à la destination. Donc bon, la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas trop le choix par l'avion, presque pour être le cargo, mais il faudrait que je parte plus longtemps. Vous étiez là lors de la rencontre avec Monsieur Mallory? Non, il n'y avait que Bruno et Fanny quand ils sont allés la rencontrer à Dieppe, qui est son lieu de résidence. C'est un moment assez fort quand même, oui. Je pense. C'est un monsieur qui a beaucoup de choses à raconter. Et c'est vrai moi je l'ai vu plusieurs fois en conférence, il est intarissable, quoi. C'est quelqu'un d'impressionnant et qui a ses points de vue et qui défend ses peuples autochtones aussi de manière très forte, qui ne supporte pas aussi des fois ce qui leur arrive, mais c'est un grand monsieur, oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos amis savoyards? N'hésitez pas, hein. C'est vrai. Moi je voudrais savoir, je pensais que Bruno pourrait venir, malheureusement il s'est excusé, mais vous faites partie du groupe à part entière, finalement, dans son rôle de réalisateur, ou est-ce qu'il est témoin du groupe? Alors ouais, faut quand même lui rendre justice, parce que il a donc fait l'expédition absolument comme nous. Il avait sa poulka, 40 kilos, avec lui, qui devait traîner comme nous, on a dû traîner les nôtres. Et donc, effectivement, là-dessus, c'est une performance parce qu'il fallait qu'il filme, il y a toute une logistique pour filmer dans les températures polaires, il faut chauffer ses batteries, etc., pour éviter qu'elles se déchargent trop vite. Et donc, là-dessus, c'est une grosse performance de sa part parce que vraiment, il a fait le voyage absolument comme nous, quoi. Ce qui explique le plan final où on a compté 6 poulkas, voilà, alors au moment du petit clin d'œil de la fin. Merci en tout cas d'être venu défendre ce film. Oui, allô? Oui, on a une question en salle 3. En salle 3, on pose des questions, c'est pas comme en salle 1. Oui, je vais poser une question, bonjour. Apparemment, vous avez eu de la neige transformée sur tout le parcours. Alors qu'à la même latitude en Laponie finlandaise, on a eu de la neige qui n'était pas transformée. Et si on passait pas derrière les skidoo, on s'enfonçait d'un bon mètre. Vraiment, c'était impressionnant. Comment est-ce que vous expliquez ça? L'altitude, quoi donc? Vous êtes allé à quelle période?
Alors nous c'était fin mars, début avril, donc un peu après vous, peut-être. Je vous vois pas, monsieur, je suis désolé. Non, il est dans une autre salle. Non, je suis dans une autre salle. Mais moi, je vous vois très bien, merci. On nous regarde sur un écran dans la salle 3. Excusez-moi. Non, bah effectivement, on était à la même période que vous. Alors oui, dans le Sarec, on a eu de la neige transformée en profondeur et de la neige très fine après en surface, la neige fraîche. Surtout au début. Et surtout au début. Parce que finalement, au début, comme on le voit dans le film, les températures étaient encore relativement proches de zéro. Et après, il y a eu des chutes de neige par température plus basse. Du coup, quand on s'est enfoncé dans le Sarec, on était plutôt, il y avait de la neige plutôt fine, j'ai l'impression. En fait, c'est vrai qu'on a eu un brutal redoux, qui est un peu caractéristique de là-bas, juste avant qu'on arrive dans le Sarec. Donc effectivement, dans toutes les pentes un peu encore boisées, où on voit la pluie au début du film, là on a cette neige transformée et pas terrible. Par contre, après, dans les pentes où on skie, on avait toujours cette chance d'avoir quand même en dessous une bonne couche. Et après, ça reste de la neige froide, quoi, aussi caractéristique de là-bas, avec des fois des accumulations, par exemple, dans les creux, on peut avoir 1 mètre de neige très 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 fine. Et... Alors oui, donc effectivement, après, c'est sûr que c'est pas le même climat. Nous, on a cette chaîne de montagnes qui borde la frontière norvégienne et suédoise, qui prend toutes les précipitations. Et qui protège après la Suède et la Finlande, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas forcément les mêmes climats. Est-ce qu'on Oui. a le temps pour une seconde question? Bien sûr, bien sûr. Bonjour, ne me cherchez pas, je suis salle 3. Donc, merci pour vraiment ce beau voyage. On a vraiment l'impression qu'il y a comme un calme qui prend vraiment complètement. Je trouve que c'est très beau. Juste une question, c'est sur la faune. Est-ce que vous avez rencontré des animaux? On a juste vu un animal qui ressemblerait à un renard, un gros renard. Mais est-ce que vous avez vu d'autres animaux? Alors oui, donc on a vu un renard, effectivement. Beaucoup de lagopèdes, beaucoup plus que ce qu'on peut trouver en France. Qu'est-ce que la gopelle? C'est des oiseaux blancs, des oiseaux blancs. Enfin, on le voit, un personnage blanc. On le voit un moment dans le film où Fanny elle arrive à se rapprocher d'un groupe de manière assez proche finalement. Et voilà. Et puis on a vu aussi des rennes. Des rennes. Voilà, des rennes, mais finalement pas tant que ça. C'est sauvage ou ça vient vers vous, ça s'écarte? Ah, c'était plutôt sauvage là. Sauvage. Ouais, ils étaient assez loin de nous en fait, donc on n'a pas pu les voir vraiment distinctement. Voilà, il y a également des élans. On sait là où on est qu'il y a du loup, du carcajou, du glouton, pardon. Et on sait qu'il n'y a pas d'ours là où on est. Voilà. Et une anecdote justement à ce sujet-là, juste pour terminer, c'est à un moment dans l'expé, on a un repas un peu de fête, et donc on avait des confits de canard. Et donc le soir, on avait mis cette boîte de confits de canard vide à l'extérieur, et pendant la nuit, il semblerait qu'il y ait un loup qui soit venu manger les restes qu'on avait pu laisser. Donc ouais, il y a quelques animaux là. Quand même. C'est bien vrai, alors décidément la salle 3 aura posé plus de questions que la salle 1. C'est vrai? Vous allez laisser ça? Ah, voilà. Alors, là, on est parti sur une lutte pour l'honneur quand même. Monsieur, avant que nos Savoyards repartent vers la neige. Oui, on vous entend un petit peu pour l'instant, mais on va vous entendre mieux. Je voulais féliciter cette équipe-là pour cette traversée et puis la qualité du film. Cela m'a rappelé des souvenirs que j'ai vécu personnellement dans le Sarec également, et ce à la faveur de le voyage que le Club Alpin de Dijon, nous sommes à Dijon, on peut peut-être en parler, organise assez régulièrement. Et nous faisons nous aussi de la mobilité douce puisque nous prenons le train à Dijon et nous allons jusqu'au nord de la Suède. Donc ce que je viens de voir me rappelle d'infinis bons souvenirs. Et rien que pour ça, je voudrais vous en remercier. Mais j'ai une question quand même. Nous avons rencontré le blizzard. Et ça, c'est un souvenir quand même assez douloureux parce que, sur le moment, c'est très difficile à supporter. On ne sait pas si on va en survivre. Et je voulais vous demander si vous aviez, vous, rencontré ce phénomène qui est quand même assez particulier et propre à ces régions-là, d'autant que ça arrive très très vite sans qu'on puisse le prévenir. Et on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Alors voilà ma question donc par rapport au blizzard. Alors oui, on s'est fait surprendre par le blizzard une fois, et comme vous dites, ça a été très très rapide, on s'y attendait pas.
En plus, à ce moment-là, l'équipe, on s'était dissocié en deux. Il y en a 3 qui étaient partis explorer une pente à ski. Tester le manteau neigeux. Tester le manteau neigeux, voilà, au tout début de notre entrée dans le Sarec. Et 3 autres qui étaient partis pêcher. On va essayer. et du coup, à ce moment-là, ça nous est tombé dessus d'un coup. On voyait plus à 10 mètres. Les premiers qui ont réussi à rejoindre le campement sont sortis avec des sifflets pour essayer de nous rappeler. Et c'est vrai, comme vous dites, à ce moment-là, on se sent tout petit. On se sent tout petit, on se rappelle que finalement on est dans un milieu qui peut être très très vite hostile. Et ça n'a pas duré longtemps, heureusement, donc voilà. On a une question, je crois, dans le jury jeune. Bonjour. Bonjour. À un moment, j'ai pas compris, parce qu'ils ont dit 140 et c'est monté à 148. Ah, c'est pour le baromètre. D'accord. Oui, c'est la pression atmosphérique en fait. Donc plus elle est basse, plus généralement c'est indicateur de mauvais temps, et plus elle remonte, mais normalement meilleur le temps. est. Donc c'est pour ça qu'on surveillait l'évolution du baromètre pour savoir un peu comment la situation allait évoluer. C'était une question de pression atmosphérique. Merci en tout cas pour ces quelques questions. Merci encore. Ah, il y en a une, ça y est. Bah oui, évidemment, c'est toujours au dernier moment. Attendez, je viens avec vous. Pardon, je vais passer devant le photographe. En fait, j'aurais juste aimé savoir comment est-ce que vous avez financé cette expédition. Parce qu'on a vu que vous avez des vestes La Fuma, et que La Fuma faisait partie de sponsor, et aussi un t-shirt Interrail, je crois. Parce que nous, on fait partie de la guilde et on va faire un projet en Europe. Et on cherche, on se pose la question des sponsors, et on peut savoir si vous avez quelques conseils à nous donner sur ça. Alors, le premier conseil sera de ne pas se décourager. Est-ce que les bons tuyaux, ça se partage? Oui. Aussi. En fait, là, c'est le voyage qu'on voit là, sur ce film, c'est le 3e qu'on fait en Laponie. Et alors, clairement, la première année qu'on est parti, on a tout payé de notre poche, on a emprunté du matériel comme on a pu, et ça nous a pas coûté si cher que ça. En fait, clairement, par exemple, le train, on utilise la carte Interrail, donc ça c'est une carte qui coûte 360 € et qui nous permet de voyager dans toute l'Europe pendant un délai de 15 jours. Et voilà, après, sur place, on a besoin de la nourriture. Ce qui peut être cher, si on doit tout acheter, c'est clairement les vestes grand froid, c'est les réchauds essence, c'est tout l'équipement un peu technique. Et de fil en aiguille, c'est vrai que on entend parler un petit peu de notre projet, et quand le fait de partir avec un caméraman pro, ça a ouvert pas mal de portes. Et c'est grâce à ça notamment qu'on a pu avoir du matériel, qu'on a pu avoir un partenaire avec Interrail, qu'on a finalement pas payé le train. Et c'est un voyage qui nous a rien coûté au final, ce voyage-ci. Donc voilà, le vrai conseil, c'est de persévérer, c'est de vendre votre projet, mais après, au niveau des contacts, je ne sais pas si les conseils à donner en particulier, les marques donnent jamais en général de soutien financier, mais par contre du matériel, c'est souvent possible. Donc je sais pas, votre destination, ce sera quoi par exemple? Interrail par exemple peut potentiellement être ouvert sur ce type de projet, et le conseil du coup ce serait justement de leur dire qu'à votre retour, vous allez peut-être faire, je sais pas, justement participer à des conférences, que vous allez communiquer autour du projet, et ça peut être un premier conseil. Je vous propose de poursuivre cet échange de bons tuyaux tout à l'heure dans le hall. Oui, alors la toute dernière